répondre à cette question aussi, le problème se pose aussi, par exemple, pour l'astrologie juive. Abraham Ibn Ezra, c'est un bon exemple. Abraham Ibn Ezra, est-ce que l'astrologie qu'il pratique ou qu'il développe est une astrologie juive ou est-ce que c'est une astrologie faite par des juifs, hein? Eh bien, en fait, le problème est tout à fait pertinent. Effectivement, il faut distinguer, d'ailleurs chez Ibn Ezra, il faut le faire. D'un côté, Ibn Ezra a publié des traités d'astrologie, qui sont des traités d'astrologie, disons, on ne peut pas dire occidentaux, mais qui sont des traités d'astrologie, disons, classiques, qui n'ont rien à voir avec le judaïsme, et qui sont d'ailleurs des compilations. Ibn Ezra n'est pas un... Très vaste. C'est ça, c'est très vaste, et ça inclut justement même l'astrologie hindoue. Donc, si vous voulez, de certaine manière, le traité d'Ibn Ezra, les traités d'Ibn Ezra ne sont peut-être même pas très représentatifs, parce qu'ils sont vraiment des sommes extraordinaires. Mais par ailleurs, Ibn Ezra est un commentateur de la Bible, et à ce titre-là, il a une autre astrologie. Donc, finalement, Ibn Ezra a deux astrologies. Il a une astrologie profane, pour laquelle il écrit les traités, et il a une astrologie, disons, sacrée, exégétique, qui lui sert pour comprendre les textes, les écritures. Bon, dans le cas de l'astrologie hindoue, je suppose que ça doit être la même chose. Il faudrait distinguer les textes, l'astrologie telle qu'elle est utilisée dans les commentaires des grands textes védiques, hindous, etc., telle qu'elle apparaît ou telle qu'elle est implicitement présente, et puis d'autres traités d'astrologues hindous qui ne sont jamais que des astrologues qui s'inscrivent dans la grande tradition des textes astrologiques en général. Je pense que ce n'est pas une question insoluble, hein. Il faut voir, je pense qu'effectivement, c'est pas parce que c'est un astrologue hindou qu'il écrit dans une perspective hindouiste. C'est pas parce que c'est un astrologue juif qu'il écrit dans une perspective juive. Peut-être plus que chez les hindous. Il y a une tendance à avoir moins de recul vis-à-vis de leur propre culture. Elle est vraiment imprégnée, même lorsqu'ils s'en défendent, d'une culture qu'ils véhiculent malgré tout en employant d'autres mots, mais en gardant le contenu. Vous savez qu'il y a une polémique à ce propos avec les astrologues hindous. Beaucoup d'historiens occidentaux ne sont pas du tout d'accord avec la façon dont ils présentent les choses, et notamment, bon, il y a des influences grecques extrêmement fortes sur l'astrologie hindoue, même au niveau du vocabulaire. Même le nom de certains termes, même le nom de certains termes essentiels, même au niveau de la terminologie, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas du tout signalée ici, vous avez probablement oublié de le faire, c'est, par exemple, l'importance de la terminologie d'origine arabe dans l'astrologie occidentale. Aujourd'hui, la plupart des traités d'astrologie actuels ne comportent quasiment plus cette terminologie d'origine arabe. Alors qu'en fin de compte, elle l'a comportée. Pourquoi elle l'a comportée? Tout simplement parce que l'astrologie est venue par un chemin détourné, mais en fin de compte, elle est revenue en Europe au XIIe, XIIIe siècle à travers les textes arabes, et donc tous les éléments techniques étaient restés dans un premier temps des éléments qu'on n'avait pas traduits en latin ou en langue en français, mais qu'on avait gardés en arabe. Donc c'est très intéressant parce que la réflexion sur la terminologie nous permet de comprendre d'où vient l'astrologie utilisée dans un certain pays. Par exemple, effectivement en Inde, le fait de montrer qu'il y a une quinzaine de termes d'origine grecque, c'est significatif de l'empreinte grecque, de l'origine grecque de cette astrologie, etc., etc. Donc la terminologie est un excellent moyen d'étudier l'origine d'une astrologie nationale ou dans une région particulière, n'est-ce pas? Oui, encore que